messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h dans Telles sont les grandes lignes. Journée de sensibilisation pour réduire la consommation énergique. En Allemagne, manifestation dans la capitale contre l'islamophobie. C'était les titres, bienvenue à tous. Vous l'avez peut-être remarqué, certains légumes et agrumes qui donnent de savoir à vos plats manquent ces dernières semaines. 4 produits essentiellement connaissent une pénurie sans précédent, en l'occurrence le citron, les poireaux, l'ail, les piments verts. Longtemps absents de vos assiettes, elles n'apparaissent ces dernières semaines dans le marché en petite quantité et se négocient à prix d'or. Pour l'ail, par exemple, le prix du kilo a doublé de 200 à 400 francs Djibouti. Un produit juste là importé par Éthiopie est désormais apporté à partir du Dubaï selon les grossistes des fruits et des légumes. Cependant, les poireaux et les piments verts et les citrons sont apportés de l'Éthiopie par des spéculateurs. Les prix 10 kg des piments verts a triplé de 200. Il se négocie entre 600 et 700 francs Djibouti. Et dans ce flèche, pour les prix du citron pu noter en flèche de 200 kg, 200 francs le kilo, et il est passé à 500 francs. Et enfin, le poireau dont les kilos étaient de 100 francs passe entre 250 et 300. Et à ce titre, le président des syndicats des fruits et des légumes a déclaré que l'inflation actuelle est due à 3 facteurs principaux. Tout d'abord, a indiqué le président des syndicats, le prix des fruits et des légumes a augmenté depuis le pays d'importation, à savoir l'Éthiopie. Deuxièmement, la TVA a augmenté de 3%, ce qui a précipité donc cette hausse plus ou moins vertigineuse des prix des fruits et des légumes sur le marché djiboutien, ainsi que les frais des transports qui connaissent aussi une certaine hausse. Donc, à cause de ces paramètres négatifs, a précisé le président des syndicats, les prix des légumes, comme vous le savez, a-t-il dit, connaissent ces derniers jours une hausse conséquente et touchant les porte-monnaies des ménages, surtout les plus faibles. Il ne faut pas oublier, a-t-il poursuivi, qu'un autre facteur entraînant cette hausse et les frais de transport qui connaissent également une augmentation sans précédent. Mais c'est surtout à insister le président des syndicats que l'augmentation des prix en Éthiopie justifie l'augmentation des prix des fruits et des légumes à Djibouti. Et en matière de santé, la direction mère et enfants du ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier d'élaboration de la stratégie nationale d'accélération de la lutte contre la mortalité néonatale et infantile. Cet atelier s'est ouvert au Palais du Peuple, s'étalera sur 2 jours. Était prise à cet atelier la directrice de la santé et enfants, Mme Nina Moussa, le directeur d'études de la planification et de la coopération internationale, M. Mahad Ibrahim, et le docteur Mokhtar Ahmed Omar de l'UNICEF, également le consultant international Dr Ben Saïd Khalid, ainsi que le corps médicaux et paramédicaux du ministère de la Santé. Le but de cet atelier est de mettre l'accent sur la situation des nouveau-nés qui demeure préoccupante à Djibouti, avec un taux de mortalité néonatale estimé à 36 pour 1000 naissances vivantes selon une récente enquête. Aussi, une stratégie nationale pour accélérer la réduction de la mortalité néonatale et des infantile sera mise en place dans notre pays. La réduction de la mortalité infantile s'inscrit dans le cadre des objectifs que le gouvernement de Djibouti s'est assigné au niveau mondial, à savoir les objectifs du millénaire pour le développement, mais également les objectifs post-2015, et pour pouvoir avoir une stratégie et des stratégies d'intervention fidèles à notre système de santé. Voilà le message que je voulais faire passer. Et je déclare ouvert l'atelier et je souhaite plein succès. On vous disait en titre, journée de sensibilisation pour réduire la consommation énergétique. Réduire ensemble de 5% la facture énergétique de tous les ménages djiboutiens en 2015. Telle est la raison d'être de la journée de sensibilisation organisée aujourd'hui au Palais du Peuple par l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie, l'ADME.
Réalisée avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, cette journée marque également le lancement des activités de sensibilisation de l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie pour cette nouvelle année. Cette rencontre a vu la participation des représentants des institutions de l'État et des agences onusiennes en poste à Djibouti, des représentants de l'ensemble des préfectures du pays, des chercheurs du CERD ainsi que les conseils régionaux et le secteur privé. D'un pays développé ou d'un pays en voie de développement et surtout dans notre pays est d'assurer le progrès économique et social de notre pays. Dans ce processus d'énergie joue un rôle capital car elle irrigue l'ensemble de l'économie. Pour cela, on se pose la question suivante. Est-il possible pour un pays de découpler la croissance économique et l'augmentation de la consommation énergétique et de maintenir le développement des activités économiques et sociales tout en consommant moins d'énergie ou l'énergie moins chère? Les expériences de plusieurs pays montrent que ce découplage est possible, à condition de promouvoir de nouveaux modèles de consommation d'énergie. Pour cela, il faut se doter de stratégies volontaristes de changement énergétique basées sur 3 axes majeurs, c'est-à-dire la sobriété énergétique à la fois dans le comportement individuel et dans les organisations, l'efficacité énergétique et le recours des énergies renouvelables. Et M. Idriss Sarré, qui a représenté Mme Valérie Cliff, la chef d'agence du Programme des Nations Unies pour le développement, s'est déclaré satisfait de la collaboration existante entre la DME et le PNUD. On l'écoute. Dès la création de l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie, il y a 2 ans, perçu l'intérêt et l'importance pour le pays de la mise en place d'une telle institution. Et le PNUD a apporté dès le départ son assistance technique à cette jeune institution naissante. Cette création représente une étape importante dans la maîtrise de l'énergie à Djibouti. Un projet de renforcement des capacités en matière de maîtrise de l'énergie a été développé en 2013 en collaboration avec la DME, avec quelques objectifs clés comme le développement d'une stratégie nationale sur la maîtrise de l'énergie. L'économie d'énergie est le moyen le plus simple, mais le plus efficace également investissement que le pays peut réaliser. Donc cela devrait normalement concerner tous les secteurs d'utilisation de l'énergie, et quelle que soit la forme de l'énergie, et pas seulement limité à l'électricité. Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Aboubakar Hussein Douali, a indiqué que l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie va lancer prochainement une vaste campagne de sensibilisation sur la meilleure façon de maîtriser les dépenses énergétiques, surtout des bâtiments publics, sur la diversification des ressources énergétiques, notamment le recours au solaire ou le développement de la recherche dans le secteur de l'énergie. Nous l'écoutons. Je suis convaincu que les échanges et les débats qui animeront cette conférence, rehaussés bien sûr par la participation de la société civile et d'imminents experts, permettront de dégager des propositions pour la mise en œuvre de conditions nécessaires et de dispositions appropriées afin d'unir nos efforts pour réduire notre consommation énergétique. Je suis très heureux de profiter de cette occasion pour faire le point avec vous sur les orientations du gouvernement en matière de développement de la maîtrise et de l'efficacité énergétique, et notamment en ce qui concerne la stratégie du gouvernement, l'économie énergétique, des gestes simples pour tout le monde mais qui économisent énormément d'énergie, les changements de comportement, et ça c'est très important. L'Agence djiboutienne à la maîtrise de l'énergie souhaite mettre en place un grand chantier d'efficacité énergétique, surtout dans le secteur des bâtiments. Nous commençons aujourd'hui cette quête par cette journée de sensibilisation sur la réduction de la facture énergétique. Il s'agit à long terme un cap d'action de la politique énergétique du gouvernement. Cette politique s'articule autour de 4 axes majeurs qui sont la maîtrise de l'énergie dans la demande, la diversification du bouquet énergétique, développer la recherche et l'innovation dans le secteur de l'énergie, assurer des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins.
Autre actualité, une réunion de restructuration du rapport d'émission d'inspection dans les écoles de la région s'est tenue hier après-midi au même FAB. Cette mission de grande envergure, des visites inopinées des écoles de 5 régions du pays ont été menées par plus de 12 commissions composées des conseillers techniques, des acteurs, des chefs de service et avaient touché entre 125 établissements scolaires des régions en mi-décembre. Au cours de cette réunion précisée par l'inspecteur général du MONFAB, les chefs de mission ont présenté le rapport de leur visite dans ces écoles des régions et surtout relevé les améliorations et les points positifs sur les régions des établissements constatés lors de leur visite. La réunion qui a lieu ici, c'était pour l'institution des visites qui a été effectuée dans toutes les écoles de la République de Djibouti suite à la demande du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jam Elmo Oki, pour qu'une inspection contrôle soit faite dans toutes les écoles de la ville, des zones rurales et des chefs-lieux. Plusieurs commissions ont été mises en place, à peu près une douzaine de commissions. L'objectif de cette sortie, c'était à ce que le ministre suive de près le bon fonctionnement des écoles, mais également la présence de tout le personnel dans tous les établissements de la République du Djibouti. Par exemple, lorsqu'on fait des contrôles dans ce sens, ce sont d'abord des contrôles inopinés, des contrôles où on voit la réalité du fonctionnement des écoles, mais également, après ces contrôles, les recommandations sont recueillies dans un document et des mesures sont prises également pour améliorer les points faibles, mais également pour continuer à encourager les points forts. Et toujours en nouvelle du pays, l'Agence nationale de météorologie de Djibouti a vu ce matin la visite du secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Ma'alin. Au cours de cette visite, le secrétaire exécutif de l'IGAD a discuté avec les responsables de l'Agence nationale de la météorologie et du ministère du Transport sur les possibilités d'assistance et de développement afin de relever le niveau des activités météorologiques. À son arrivée, le secrétaire exécutif de l'IGAD a été accueilli par le secrétaire général du ministère de l'équipement des transports, Saïd Nour, le directeur général de l'agence, Ousmane Saad, ainsi que le directeur général de l'agence, Mohamed Yacoub. Aussi, le secrétaire exécutif de l'IGAD a visité les différentes unités de l'agence de la météorologie, dans l'unité du réseau, la station climatologique automatique. Au menu également de cette visite, des présentations sur ces défis et perspectives des services météorologiques, l'aéronautique, le studio de production ainsi que les bulletins de météo. À l'issue de cette visite, le secrétaire exécutif de l'IGAD a promis d'appuyer l'agence afin de contribuer à la résilience aux phénomènes météorologiques et climatiques. Et dans ce cadre, il a indiqué la venue prochaine à Djibouti de 2 consultants du Centre de prédiction et d'application du climat de l'IGAD. Ces experts devront faire un état de lieu de la situation et faire des propositions des différents projets à court et moyen terme. Une séance de sensibilisation sur la bonne éducation des enfants et de la préservation de la cellule familiale conformément à la morale et aux valeurs religieuses de l'islam s'est déroulée hier soir au siège de l'annexe du Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès, le RPP du Boaos. Animé par 2 religieux, en l'occurrence Cheikh Kourat Hamadou et Mohamed Rahman, cette rencontre a réuni des adhérents et sympathisants du Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès des quartiers de Humbouli et de Kartilé. Les membres du comité exécutif du parti, dont Mme Hassina Berkhat et Mme Zahra Youssef Rayad, ont honoré de leur présence cette rencontre de députés, de débats et de réflexions sur la protection de la famille. Des hauts cadres du parti de RPP ont été également présents, tous ont suivi avec intérêt les débats. Les imams ont rappelé l'importance du rôle de la femme et de la mère dans les cellules familiales de l'éducation des enfants, ainsi que le devoir du mari à son égard et le respect qu'il lui doit en retour. Tous devront agir pour l'entente et l'harmonie au sein de la famille pour subvenir aux besoins des enfants et tous les plans éducatifs, sanitaires et nutritionnels au niveau de l'habillement et du survie. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été citées, par exemple, celles à l'instar de Mme Khadija ont été ses épouses et ses conseillères. Elles ont été prises en place importante dans sa vie. Elles l'ont conseillée et l'ont accompagnée.
En nouvelle des régions à présent, notamment à Tadjoura, suite aux pluies qui se sont abattues cette semaine dans la région de Tadjoura, les routes ont été endommagées et la préfecture a demandé aux usagers de prendre les précautions nécessaires. Tous les oueds du littoral sont en crue et la principale axe routier reliant la capitale et le nord entre Djibouti et Tadjoura a été endommagé en plusieurs endroits à la descente du PK9. L'oued d'Aïbouli en crue a emporté une partie du bitume dans le lit d'oued et la circulation a été difficile. À la sortie de Sagalou, sur l'oued de Haïwa, les crues de l'oued ont emporté le goudron sur plusieurs endroits et sur la descente de Reissa, des tas de pierres charriées par les crues sont entassées au milieu de la route. À la sortie du lac Assal, des éboulements de gros cailloux sont visibles dans la chaussée. Quelques riverains sur l'axe essaient de dégager la route sous l'oued de Haïwa en contrebas du village de Wea avec des moyens techniques dérisoires. Les usagers de cette route de l'unité sont nombreux, tous ceux qui se rendent dans les régions nord l'empruntent. C'est un d'échange nord-sud très important. Par ailleurs, le risque de pluie avec des crues d'oued dans le littoral existe toujours en cette période de saison de pluie des Karma. La préfecture de Tadjoura a engagé des moyens pour déblayer et a demandé aux usagers empruntant cette route à plus de prudence et de vigilance. Un usager de la route que nous avons interrogé nous a expliqué ici les difficultés rencontrées sur la route de l'unité, communément appelée aussi la route de Roi Fahad. Passons aux actualités internationales en France. Nouvelle menace, nouvelle loi. Après les attentats de la semaine dernière, les autorités françaises envisagent de prendre un nouvel arsenal juridique pour contrer les menaces terroristes. Le débat est ouvert sur quelques mesures à prendre ici. Ces dispositions n'entravent pas les libertés. Parmi les mesures étudiées, placer des écoutes dans les prisons, interdire la propagande religieuse et le prosélytisme islamique dans les prisons et les lieux de culte, assurer une plus grande surveillance des déplacements. Et justement en Europe, la montée de la xénophobie et de l'islamophobie grandissent. En Allemagne, le président Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel sont hier montés au créneau pour dénoncer l'amalgame fait entre l'islam et les actes terroristes qui nourrissent beaucoup de rancœur et d'incompréhension. La chancelière allemande Angela Merkel et le président Joachim Gauck ont participé hier à Berlin à un rassemblement contre l'islamophobie, affirmant être tous allemands. Ce rassemblement a réuni quelques 10 000 personnes. Les détails dans ce commentaire. Nous tous, nous sommes l'Allemagne. C'est en ces termes que le président allemand Joachim Gauck a appelé à l'union nationale et au rejet de l'amalgame contre les musulmans allemands et les djihadistes qui ont perpétré les récents attentats à Paris. Aux côtés de la chancelière Angela Merkel et du président du Conseil central des musulmans en Allemagne, Ayman Meizik, le chef de l'État s'est adressé à ses concitoyens lors d'un rassemblement contre l'islamophobie qui a rassemblé 10 000 personnes hier devant la porte de Brandenburg à Berlin. Nous qui veillons les uns sur les autres et avons besoin les uns des autres, a poursuivi Joachim Gauck, nous qui nous croyons capables de mener une vie telle que nous la souhaitons dans l'unité et le droit et la liberté, a ajouté le chef de l'État, reprenant la devise de l'Allemagne. Une déclaration en forme de pied de nez au rassemblement du mouvement anti-islam Pegida tenu la veille à Dresde. Des djihadistes se lancent également dans la guerre électronique. Des hackers djihadistes ont été ciblés des sites du centre de commandement américain qui dirige les opérations en Afrique et au Moyen-Orient, poussant la Maison Blanche à prendre de nouvelles mesures de sécurité contre les cybercriminalités. La suite avec Ferdous Hussein. Barack Obama propose une nouvelle loi pour renforcer la cybersécurité aux États-Unis, notamment pour favoriser le partage avec les autorités des informations sur les menaces informatiques qui pèsent sur le secteur privé. Des comptes militaires Twitter et YouTube ont été piratés hier, a expliqué Barack Obama lors d'un déplacement au centre opérationnel de réponse aux menaces informatiques. Il n'y a pas de conséquences sur les opérations et il semble qu'aucune information sensible n'ait été divulguée. Mais l'enquête est en cours et cela nous rappelle que les menaces informatiques sont un danger imminent. Ce lundi, pendant une trentaine de minutes, les deux comptes du commandement militaire américain au Moyen-Orient ont affiché l'image d'un djihadiste maqué se réclamant de l'État islamique. Et toujours en Europe, regain de violence en Ukraine où 11 civils ont trouvé la mort lors d'un bombardement contre un barrage de l'armée ukrainienne qui a frappé un bus dans l'est séparatiste pro-russe, l'attaque la plus meurtrière depuis la trêve du 9 décembre. Explication.
11 civils ont été tués hier lors d'un bombardement contre un barrage de l'armée ukrainienne qui a frappé un bus dans l'est séparatiste pro-russe. L'attaque la plus meurtrière depuis la trêve du 9 décembre. Ces morts s'ajoutent à celle d'un soldat ukrainien et de 3 civils à Donetsk et dans la région, annoncé dans la matinée au lendemain de l'échec de pourparlers à Berlin pour organiser un sommet de paix avec les dirigeants ukrainiens, russes, allemands et français. Le chef de la mission de l'observation de l'OCE pour l'Est de l'Ukraine a déploré dans un communiqué une nette détérioration de la situation sur le terrain en 24 heures, y compris autour de l'aéroport de Donetsk. Il a appelé les parties en conflit à un cessez-le-feu immédiat. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part déclaré qu'il était temps de prendre des décisions avant tout pour le gouvernement de Kiev. Concernant le nucléaire iranien, le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif se retrouvent ce mercredi à Genève pour relancer les négociations sur le nucléaire iranien. Un tribunal d'Istanbul a inculpé et écroué 2 policiers turcs dans l'affaire de l'assassinat en 2007 du journaliste turc d'origine américaine Ark Dinkin. L'un des commanditaires présumés de l'assassinat assure avoir informé la police d'un complot contre les journalistes et les 2 policiers sont accusés de n'avoir rien fait pour empêcher le crime. Faisons un tour de ces informations avec Hamza Mohamed. Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent ce mercredi à Genève avec une rencontre au sommet entre le secrétaire d'État américain John Kerry et Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique. Contrairement aux discussions précédentes, le tête-à-tête est entouré de la plus grande discrétion. Un tribunal d'Istanbul a inculpé et placé en détention mardi 2 policiers turcs accusés de n'avoir rien fait pour empêcher l'assassinat du célèbre journaliste turc d'origine arménienne Hengar Tink en 2007. Le 19 janvier 2007, Agran Bink, 52 ans, une figure célèbre de la petite communauté arménienne de Turquie, était abattu de 2 balles dans la tête devant le siège d'Agos, le journal bilingue turco-arménien qu'il dirigeait. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Djibouti pour le programme.